Alors que l'épidémie progresse à nouveau, que deviennent les patients touchés lors de la première vague de Covid-19 ? C'est le thème de l'émission Allo Docteur aujourd'hui. Les spécialistes commencent à comprendre les conséquences de la maladie, mais certaines questions restent ouvertes et les patients dont les symptômes perdurent s'inquiètent. Alors pourquoi certaines séquelles ne s'améliorent-elles pas ? Comment surmonter la fatigue ? Combien de temps l'odorat et le goût mettent-ils à revenir ? Est-ce que les lésions pulmonaires disparaissent ? Pour répondre à toutes vos questions, deux experts, le professeur Dominique Salmon-Serron, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris. Et avec nous également le professeur Bruno Crestani, pneumologue à l'hôpital Bichat, également à Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Et pour témoigner, on est en ligne avec Pauline Oustric. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 27 ans. Alors vous êtes tombée malade en mars dernier. Quels ont été les symptômes ? Les premiers symptômes que j'ai eus, c'était la fièvre, un fort mal à l'oreille. Et puis au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir de la toux et des difficultés à respirer. Mais c'est qu'au bout d'un mois que j'ai eu de nouveau de la fièvre et vraiment quelque chose d'inquiétant, malaise, difficulté à parler, difficulté à bouger et difficulté à respirer. Et c'est là qu'on m'a envoyé 3 fois plus à l'hôpital. Et avant cela, votre médecin vous avez fait faire un test ou pas ? En mars, il n'y avait aucun test disponible. Donc quand on appelait pour dire qu'on avait de la toux et de la fièvre et qu'on n'était pas bien, moi c'était mon cas, on m'a dit de rester chez moi et de prendre du Doliprane. Et puis après, on m'a dit que comme j'étais jeune et que j'étais une femme, il n'y aurait aucun souci. Donc moi, je n'ai pas eu de test. Et même quand j'ai été envoyée à l'hôpital, on ne m'a pas fait de test. D'accord. Et quand vous avez été à l'hôpital, vous étiez effectivement pas bien du tout, puisque vous aviez des douleurs à la poitrine, vous étiez gêné pour respirer, pour bouger. On a fait un bilan, des examens, ça a montré quoi à ce moment-là ? Alors, je précise juste que j'étais en Angleterre à ce moment-là, de mars à juin, j'étais en Angleterre. Et la première fois qu'on m'a envoyé à l'hôpital, c'était parce que j'étais saturée. Et on m'a fait une radio des poumons, une prise de sang. Au début, on n'avait pas fait, par exemple, la CRP ni les dédimères. Mais ils n'ont rien trouvé du tout à la première fois que je suis allée. Ils m'ont renvoyée chez moi. Au bout d'une semaine, ils m'ont réenvoyé parce que j'ai de nouveau désaturé très très fort. Et là, j'ai eu la CRP et les dédimères. Et là, ils se sont bien rendus compte que j'avais une infection. Mais ils m'ont dit, si vous étiez un homme, vous serez sûrement mort. Mais comme vous êtes une femme, pour l'instant, il n'y a rien de mauvais. Donc, vous êtes jeune, ça va bien se passer, rentrez chez vous. Et j'ai pas eu plus que ça et j'ai dû rentrer chez moi alors que j'étais très fatiguée, des grosses douleurs pour respirer, la désaturation. Vous aviez moins d'oxygène dans le sang, hein, c'est ça ? Tout à fait. J'avais un oxymètre que mon médecin français m'avait envoyé bien généreusement parce que j'avais pas beaucoup de suivi en Angleterre et du coup je pouvais suivre mon taux d'oxygène tous les jours. Et ce qui était intéressant, enfin si je peux appeler ça intéressant, c'est que mon niveau d'oxygène qui normalement devrait être à 98-100% descendait jusqu'à 79-80% à l'effort. Et quand je dis effort, c'est monter les escaliers, sortir les poubelles, bouger dans mon appartement parce que j'étais en quarantaine, je sortais pas à ce moment-là. Donc c'était au moment de changement de position et au moment de mouvement que j'avais une désaturation en oxygène. D'accord. On va voir la suite de votre histoire, juste pour qu'on rassure les hommes quand même. C'est pas parce qu'on désature que le taux d'oxygène dans le sang diminue que tous les hommes sont menacés. Hein. On va les rassurer quand même. Non, mais c'est vrai que les hommes sont plus à risque de faire des formes sévères. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais c'est une réalité quand même. Mais ils ne meurent pas tous quand même. On va les rassurer. On nous demande si seuls les patients qui sont passés par une forme sévère de la maladie garderont des séquelles. Ça, c'est difficile de répondre à ça, parce que pour l'instant, on a des statistiques qui commencent à sortir sur les gens asymptomatiques. C'est les gens qui ont fait des symptômes. On sait que 20 à 30% vont avoir des symptômes prolongés. Et peut-être 10%, on n'a pas le chiffre exact, mais vont avoir peut-être des réapparitions de symptômes. Mais sur les gens asymptomatiques, on ne sait pas du tout, en fait. Il y a très peu de gens asymptomatiques qui viennent nous voir pour un post-Covid, justement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont eu la Covid. Depuis que j'ai eu le virus, il y a 5 mois, je souffre d'une perte de cheveux et d'odorat. Comment puis-je améliorer mon état ? C'est une question de Nathalie. C'est pas le pneumologue qui va répondre. Non, pour la perte de cheveux, en tout cas, je ne pense pas. Mais enfin, en même temps, non, mais déjà, concernant cette question d'odorat et de goût, est-ce que on a des patients qui, maintenant, plusieurs mois après, ont toujours cette perte ou pas ? Oui, on a des patients qui ont toujours cette... La perte d'odorat, c'est vraiment un signe, on appelle ça pathognomonique du Covid. C'est-à-dire que ce seul signe, même sans la PCR,
signe en effet la maladie, Mais on dit à souvent que c'est un condition de signe ne pas avoir le nez bouché. On dit que c'est souvent un signe de forme moins grave. Peut-être un signe de forme moins grave. Et la plupart du temps, ça commence à régresser au bout d'une dizaine de jours. Et au bout de 3 mois, très peu sont les patients qui gardent une anosmie, peut-être 5 à 10%. Mais il y a quand même des gens qui restent anosmiques et d'autres, c'est ça qui est curieux, qui récupèrent l'odorat et qui à nouveau deviennent anosmiques au bout de quelques temps. Donc cette anosmie nous garde encore pas mal de mystères. Justement, on se demande si de temps en temps il ne peut pas y avoir au niveau du haut du nez soit une réponse inflammatoire, soit peut-être dans certains cas encore la présence de virus. Et la question sur la perte des cheveux, vous avez une expérience là-dessus? Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on a un panorama de symptômes, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais qui est énorme. Et au sein de ces symptômes, effectivement, de plus en plus de patients nous disent qu'ils perdent leurs cheveux, ce qu'on voit quelquefois après des infections sévères. On a comme ça des touffes de cheveux qui disparaissent. Correspondant à un stress ou des choses comme ça, peut-être. Oui, un état post-traumatique, probablement. Oui, possiblement. Parmi les patients qui ont eu des atteintes sévères pulmonaires, est-ce qu'il y a beaucoup de séquelles et c'est quoi les séquelles? On commence à avoir des données. Dans notre hôpital, on a systématiquement revu les patients au 3e mois et au 6e mois. Donc là, on est en train de finir de voir les patients du 6e mois. Pour des patients qui ont été hospitalisés? Uniquement des patients qui ont été hospitalisés, parce que vraiment, c'est ceux-là sur lesquels on s'est engagé. Et c'est assez intéressant de voir que des patients, déjà au 3e mois, une grande majorité de patients n'avaient plus rien de visible sur le scanner. Au 6e mois, ceux qui avaient des anomalies dans la plupart d'entre eux, elles ont soit nettement diminué, soit pour certains complètement disparu. Et ça, c'est pour le scanner. Et quand on fait des tests du souffle respiratoire, là encore, la capacité respiratoire. La plupart des patients ont récupéré leur capacité respiratoire. Ce qui reste encore anormal, dans, je dirais, une vingtaine de % de patients, c'est la capacité du système respiratoire à échanger les gaz, à capter de l'oxygène, à éliminer du gaz carbonique. Et ça, probablement, ça traduit le fait que les petits vaisseaux du poumon ne se sont pas encore complètement réparés. Mais ça, on n'est pas étonné de trouver ça, parce que finalement, c'est ce qui avait déjà été décrit avec les autres infections graves à coronavirus dans les 20 dernières années. D'accord. Et ça change quelque chose que les patients aient été en réanimation, ventilés, etc. ou pas? Très clairement, il y a les patients qui ont eu une atteinte la plus sévère initialement jugée par le scanner, par exemple, ou bien d'avoir eu la nécessité d'aller en réanimation et d'être ventilés a fortiori, sont ceux qui ont le plus de risques d'avoir des anomalies. On retrouve exactement ça, à la fois sur le pourcentage qui ont des anomalies sur les échanges des gaz ou sur la capacité vitale pas encore normalisée. Mais quand même, le message global, c'est la plupart des patients réparent leurs poumons. On regarde peut-être un reportage à ce sujet. Alors, regardez, tout d'abord, on va avoir une vidéo en 3D qui a été réalisée avec la technologie Surgical Theater par le docteur Mortman à Washington en mars dernier. Et elle montre les zones enflammées ici en jaune que vous voyez au niveau des poumons, donc de chaque côté, dans les poumons d'un patient qui a été infecté par le coronavirus. Alors, plusieurs mois plus tard, est-ce que ces zones enflammées laissent des séquelles chez tous les patients? Pour le déterminer, des consultations de bilan avec des pneumologues commencent à se mettre en place à travers la France. Anaïs Plateau, Maxime Soulary, Isabelle Gastebois se sont rendus à celle organisée au CHU d'Amiens dans les Hauts-de-France. Je suis l'infirmière, je vais vous faire les examens nécessaires et ensuite vous verrez le pneumologue du service. Très bien. Dans ce service de pneumologie, une consultation a été créée pour examiner les 500 patients hospitalisés pour une infection Covid depuis février. L'idée est de les revoir 3 à 6 mois après l'hospitalisation pour vérifier si des séquelles persistent. Vous démarrez de cette ligne-là et on va jusqu'au bout du couloir au niveau du mur. D'accord. L'infection Covid est une maladie nouvelle, donc on ne connaît pas les séquelles qu'elles vont donner. Donc très clairement, il faut réévaluer un maximum de personnes, en tout cas parmi les patients hospitalisés, pour pouvoir ensuite exactement savoir quels sont les types de séquelles et ensuite savoir un petit peu s'il y a des profils, ce qui pourra nous servir pour l'avenir si malheureusement on a d'autres patients. Vous respirez normalement. Allez, on gonfle vite. Soufflez fort. Longtemps. Patrick a passé quelques jours sous oxygène à l'hôpital en mars dernier. Au programme pour lui aujourd'hui, exploration fonctionnelle respiratoire, test d'effort, scanner. Les spécialistes ont mis en place un bilan similaire à celui proposé aux patients atteints du SRAS ou de la grippe. Le pneumologue l'ausculte ensuite avant d'analyser ses résultats à la recherche de possibles séquelles. Et bonne nouvelle pour Patrick, il n'a plus aucune trace de l'infection. Mais ce n'est pas le cas de tous les patients. Je vous en prie.
Michel a passé une vingtaine de jours dans le coma et 4 mois à l'hôpital. Il a fait une forme grave de la Covid et une complication pulmonaire. Un lobe de son poumon droit a été retiré par chirurgie. J'espère récupérer. La vie est difficile en ce moment, c'est dur. C'est le souffle. Avant, je pouvais faire n'importe quoi. Le souffle, je n'étais pas essoufflé. Que maintenant, la moindre chose, c'est l'essoufflement. Et son ressenti est confirmé par certains résultats. Donc l'examen de souffle, ici c'est une valeur théorique pour un homme de votre âge, de votre taille, de votre poids. Votre valeur à vous et le pourcentage à théorique. On considère que c'est normal au-dessus de 80%. Donc là, on est à 75%, on est un petit peu en dessous de la normale. On regarde la capacité pulmonaire totale. Là, on est 67%, donc vraiment, c'est diminué. Votre poumon, il respire, enfin, ce qu'on appelle un petit peu de restriction. Il prend des plus petits volumes quand vous inspirez et vous expirez des plus petits volumes. C'est pour ça que la capacité, elle est un petit peu diminuée. Probablement qu'il y a une grosse part qui est liée à la chirurgie, puisqu'on vous a enlevé un morceau de poumon. Donc ça peut potentiellement récupérer. En reprenant progressivement une activité physique, Michel pourrait en effet améliorer ses capacités pulmonaires. Ces derniers scanners sont aussi encourageants. Le scanner ici, c'est le scanner au mois de juin. Donc on est à peu près à 3 mois de votre infection. Et c'est juste avant que vous passiez au bloc opératoire pour enlever le bout de poumon. Ici, donc, c'est votre abcès, c'est la grosse infection. Avec toute l'infection là. Et puis on a encore des petites images qui sont probablement du séquel de la Covid. Et puis là, on est sur le scanner actuel. Et vous voyez, il reste toutes petites choses. Ça a vraiment très très bien évolué. Michel reviendra faire un nouveau bilan dans quelques mois. Une mise en commun des données des patients au niveau national est prévue. Une avancée pour en savoir plus sur l'impact de la Covid-19 sur nos organismes. Alors en plus du suivi pulmonaire, cette consultation propose aussi un examen cardiovasculaire par Doppler pour repérer la présence d'une phlébite plus ou moins ancienne par exemple. On a une question, comment récupérer sa capacité respiratoire après la Covid-19 ? Je crois qu'il y a une réponse assez simple, c'est faire de l'exercice. Vraiment faire de l'exercice. Faire de l'exercice, ça peut être très compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est ce que vous êtes capable de faire et ce qui vous fait plaisir. Et à faire tous les jours, et au moins 30 à 45 minutes par jour. Et ça peut être promener son chien autour de chez soi pendant 30 à 45 minutes. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà beaucoup. Et si on le fait tous les jours, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors après, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées, entre guillemets, c'est-à-dire aller dans des centres de réhabilitation respiratoire. On aura là une prise en charge qui sera complètement intégrée. Et c'est pour les formes les plus sévères. Mais pour les patients les plus sévères. Et puis surtout, il y a eu tellement de patients qu'on n'a pas la capacité en France, mais nulle part ailleurs, en fait, d'amener tous les patients dans un centre de réhabilitation. Donc une réponse simple, c'est faire ce qu'on peut faire près de chez soi, mais tous les jours. Et en faisant cet effort, on va récupérer. Pauline, vous faites justement un peu de l'exercice pour récupérer justement cette capacité respiratoire aujourd'hui ? Alors justement, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. Moi, l'exercice me provoque des malaises. Donc j'étais une grande sportive à la base, j'adore bouger, j'adore faire de l'exercice. Mais je fais partie des gens qui malheureusement ne correspondent pas à ce critère-là. Donc moi, j'ai eu de la chance, grâce à mon médecin généraliste, d'être prise en charge à Foch. Et où j'ai été diagnostiquée une dysautonomie et une hyperventilation, donc qui correspond pas mal à ce qui a été dit dans la petite vidéo. Et du coup, moi, la rééducation respiratoire kiné que j'ai faite depuis 2 mois m'a aggravé mes symptômes. En juillet, août, ça allait un peu mieux. Et là, en septembre, je rechute systématiquement au moindre effort. Là, par exemple, encore hier, j'ai juste rangé ma chambre, vidé des cartons. 1 heure après, j'ai dû passer 12 heures allongée parce que j'avais l'impression qu'on m'avait coupé le courant. J'avais plus d'énergie dans mon corps, une fatigue handicapante. C'est pas de la douleur, c'est fatigué. Et pour moi, une forte pression à la poitrine. J'ai l'impression que ma poitrine brûle, que ça serre et que j'ai du mal à respirer. Donc en tout cas, dans mon cas, la rééducation par l'éducation physique ne fonctionne pas. J'ai essayé pendant 2 mois, ça a aggravé les symptômes. On comprend bien. Et du coup, on essaye de... On va faire réagir nos 2 experts. Oui. Le syndrome d'hyperventilation, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça fait partie des choses qu'on recherche systématiquement chez quelqu'un qui a un essoufflement, et en particulier quand il y a eu une maladie intercurrente, qu'il s'agisse de la Covid ici ou d'autres choses. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des outils très simples pour faire le diagnostic. Un score qui s'appelle le score de Nijmegen, qui permet de dépister.
Et ensuite, on peut prouver l'hyperventilation à l'occasion d'une épreuve d'exercice. Et ensuite, on a des méthodes de rééducation qui sont extrêmement simples et très efficaces. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parmi les hypothèses qui expliquent ces séquelles post-Covid, il y a bien sûr ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique et quelque chose qui est assez proche, qui est le syndrome d'hyperventilation. Donc, c'est caractérisé par des patients qui, après effort, s'aggravent en fait. C'est le malaise post-effort est assez caractéristique. Et donc, effectivement, ce score de Nijmegen, les gens peuvent le trouver sur Internet. C'est un score en 10 questions. Sur 64, quand on a plus de 30, je crois, le seuil. On a ce syndrome d'hyperventilation. Et donc, ça vaut le coup à ce moment-là de continuer à faire de l'exercice, mais jamais un exercice maximal. Il faut faire, quand on sait, par exemple, qu'on peut marcher 5 km, il faut en faire 2,5. C'est déjà bien. Et ça évite d'aller à son maximal où là, on va refaire une crise. Et on arrive à en venir à bout ? Oui, on arrive à en revenir à bout. Et puis, on va faire donc des exercices particuliers. C'est souvent des gens qui n'utilisent pas bien leur diaphragme. Donc, ils réapprennent à respirer de façon ample, tranquille. Et ça les aide beaucoup. Alors, ce n'est pas du tout la seule hypothèse qui explique ces syndromes post-Covid. Il y a plusieurs hypothèses, on peut en parler, mais c'est quelque chose à rechercher parce qu'il y a une solution à ce moment-là. Mais vous avez évoqué la fatigue. On a l'impression souvent que la fatigue résiduelle, qui est quand même très fréquente chez les patients qui ont un Covid, est avant tout liée aux problèmes respiratoires, pas uniquement en fait. Non, en fait, pas uniquement. La fatigue, c'est, disons, 80% des gens ont une fatigue importante, mais il y a tout un tas d'autres symptômes. Il y a les symptômes pulmonaires dont on a parlé, des symptômes cardiaques. Il y a des gens qui ont des palpitations, des douleurs thoraciques, on va trouver des atteintes cardiaques. Il y a des troubles neurologiques aussi. C'est des gens qui disent des phrases comme « je suis dans le brouillard »,« j'ai des troubles de mémoire ». Nicolas, il a des maux de tête récurrents. Des maux de tête récurrents, donc il y a des troubles, des sensations de ruissellement, de fourmillement. Vous voyez, il y a tout cet aspect neuro, il y a l'anosmie dont on a parlé. Et puis, il y a tout un tas de symptômes vraiment très bizarres. Pour un médecin, franchement, au départ, je comprends que mes collègues se disaient « mais c'est complètement psychosomatique ». Parce que les gens vont se plaindre d'avoir une veine qui gonfle, d'avoir des douleurs mal placées, d'avoir des douleurs en tournant l'œil. Et en fait, on arrive maintenant à classer un peu ces symptômes. Et des recherches sont en cours pour savoir s'il y a une seule cause ou s'il y a plusieurs étiologies. J'avais déjà des problèmes cardiovasculaires avant d'attraper le virus. Même guéri, va-t-il falloir que je reste doublement prudent ? Je pense qu'il est indispensable de voir ce qu'il en est à la fin, après avoir guéri de la Covid, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des atteintes du muscle lui-même, de la microcirculation qui irrigue le cœur. Donc c'est évident qu'il va falloir faire cette évaluation. On a dit que tous les patients qui avaient des formes sévères devaient avoir une échographie cardiaque dans les mois qui suivaient. Ça déjà, vous avez entendu d'ailleurs que la patiente qui en ligne avait eu ça. Oui, je crois que c'est très important. Lucie demande s'il va y avoir une reconnaissance et une prise en charge généralisée des cas de Covid long. Justement, vous êtes porte-parole et prochaine présidente du collectif Après J20, Association Covid long France. L'idée, c'est quoi? C'est d'alerter et de communiquer? Tout à fait. L'idée, c'est de représenter les patients qui ont le Covid long et de représenter leurs requêtes. Donc, c'est les requêtes que l'on a présentées à l'OMS le 21 août. Donc, c'est tout d'abord une reconnaissance basée sur les symptômes et pas uniquement sur des tests pour qu'on soit reconnu même si on n'a pas été hospitalisé. Ensuite, ce sont des soins parce que malheureusement, tout le monde n'a pas accès à des soins dans tous les territoires et des soins multidisciplinaires. La communication, donc aux médecins, aux généralistes dans toutes les communes et au grand public pour qu'on comprenne ce que c'est que le Covid long et que c'est pour tout le monde et que c'est pour les jeunes et les moins jeunes. C'est pas uniquement on n'a pas de symptômes ou on meurt, il y a aussi beaucoup de différents symptômes entre les deux. Et ensuite de la recherche pour qu'on essaye de comprendre pourquoi on a encore des symptômes, pourquoi ça se voit pas sur différents scanners, etc. et comment est-ce qu'on fait pour aller mieux. Juste un mot, parce qu'elle vient d'évoquer les tests. Alors effectivement, Pauline a toujours eu PCR et sérologie négative. C'est quelque chose que l'on voit parmi les patients comme ça qui présentent des séquelles post-Covid. Oui, tout à fait. Le témoignage de Pauline est très intéressant parce qu'il y a deux catégories de patients. Il y a des patients qui ont été hospitalisés,
qui sont suivis par mon collègue et qui finissent par récupérer au bout de 3 à 6 mois. Et il y a des patients, dont Pauline est un témoin, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, entre 40 et 50 ans, assez souvent bien portantes et sportives, pour lesquelles on dit tout va bien et qui, elles, font des séquelles post-Covid. Et ces gens-là n'ont pas eu la chance d'avoir la PCR au départ. Ils n'ont pas toujours une sérologie positive. Le plus souvent, c'est le cas. Et donc, on a tendance à ne pas les prendre au sérieux. Alors maintenant, ça a changé depuis que les patients se sont organisés dans les réseaux sociaux, que des consultes post-Covid ont été créées. Et puis, l'OMS s'en préoccupe, le NIH. En France, on va faire aussi une grande étude avec la Société de pathologie infectieuse et les chercheurs de l'Institut Pasteur. Donc maintenant, ça y est, c'est pris en compte. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, ça existe quand même, c'est objectivé. C'est déjà un grand pas. Oui, c'est déjà un grand pas. On regarde un autre reportage ? Maux de tête, essoufflement, fatigue. Certains patients infectés par le Covid-19 se plaignent des symptômes persistants. Et pour l'instant, les médecins ne savent pas expliquer ce phénomène. À l'hôpital Foch à Suresnes, un service propose une consultation pour aider ces patients à retrouver une vie normale. L'objectif de cette prise en charge pluridisciplinaire, faire le point sur les dégâts provoqués par la maladie. Voyez ce reportage de Chloé Buffard, Alexandre Moncaillot et Hervé Droguet. Bonjour monsieur. Allez, venez avec moi. On va faire connaissance et puis commencer le circuit. À 32 ans, alors qu'il n'a pas de facteur de risque, Thomas n'arrive pas à se débarrasser du Covid-19. Il a été infecté début mars et depuis cela ne passe pas. Corticoïdes ? Non. Quels sont les symptômes dont vous souffrez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai toujours le gêne respiratoire. Ouais. Quand je fais des efforts, j'ai des pics au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous appelez des pics au niveau du cœur ? C'est quoi la sensation que vous avez ? Des douleurs fulgurantes, quoi. D'accord. Après... Comme un petit coup de poignard ? Ouais. D'accord. Et du coup, vous êtes essoufflé à ce moment-là ou c'est douloureux ? C'est douloureux. C'est juste douloureux. Ces symptômes vont et viennent sans explication et ils l'ont même conduit à l'hôpital. Début mai, j'ai eu un problème qui m'a fait partir à l'hôpital Foch aux urgences. J'ai eu un problème au niveau circulatoire, veineux au niveau des jambes. Voilà. Mais dans tous les cas, à chaque fois les vagues diminuaient, j'avais des périodes où j'allais mieux et ça repartait, j'avais des périodes où j'allais mieux et ça repartait. Thomas n'est pas un cas isolé, il souffre de ce que les médecins appellent le syndrome post-Covid. Là, on est en train de voir des patients plutôt jeunes, moins de 60 ans, donc actifs parce qu'ils travaillent, ils ont la famille, et en fait, ils ont une recrudescence des symptômes au bout de 6 à 8 semaines et ils se remettent à nouveau à être gênés. Vous allez faire le plus d'allers-retours possible pendant 6 minutes. Donc vous marchez le plus vite possible. Faut marcher vite. Faut marcher vite, ça reste de la marche, pas de course. C'est quand vous voulez. Toute la matinée, Thomas enchaîne les consultations pour faire un bilan complet. Grâce à plusieurs tests, la kinésithérapeute évalue sa forme pour lui proposer un programme sur mesure. Vous êtes prêts ? Allez-y, tendez. Allez, tendez à fond encore. Allez, à fond, encore, tendez et on relâche. Moi, je cherche à savoir si le monsieur a perdu de la force musculaire. Là, l'intérêt du programme, c'est qu'il va pouvoir reconstituer sa masse musculaire et améliorer son endurance. Travailler sa ventilation aussi, parce qu'il y a un petit peu d'essoufflement, on a vu. Thomas est surtout inquiet pour ses jambes. Il est batteur professionnel et a besoin de se remuscler. La kiné lui montre une série d'exercices qu'il devra faire chez lui 3 fois par semaine. Alors, premier exercice, vous allez mettre les mains sur les épaules comme tout à l'heure. On va juste se lever et s'asseoir 10 fois, assez rapidement. 2. Chaque semaine, Selmadou va l'appeler pour vérifier que tout va bien. Il devrait ainsi reprendre de la force et du poids, car en 4 mois, Thomas a fondu. Une diététicienne est aussi là pour l'aider. Votre poids, vous le connaissez ? En ce moment, 60. Alors, c'est un poids qui est stable, c'est votre poids de forme. Je faisais 66-67 avant. Ce qu'on sait, c'est que plus la perte de poids est rapide, plus la perte de masse musculaire est importante. Donc, les répercussions vont être fatigabilité, perte de motivation, perte d'envie. Elles vont être et physiques et psychiques. Pour reprendre du poids, Thomas va devoir augmenter ses apports en protéines. La matinée s'achève par un entretien avec une psychologue, car la maladie génère beaucoup de stress chez les patients. Allez-y, installez-vous. Comment est-ce que ça va déjà Là, ça va mieux. Ça va mieux. Plus d'énergie qu'il y a 2 mois quand même. Ouais. Quand j'ai vu que j'étais pas seul, ouais. Dans ce cas-là, ça m'a permis de tenir pas mal. Mais il y a eu des moments où il est un peu compliqué. Des moments d'affolement quand on se retrouve aux urgences plusieurs fois. Dans 2 mois, le musicien reviendra dans cette unité pour faire un bilan
Il espère que d'ici là, il aura pu reprendre une vie normale. Voilà, et près de 3 mois après le tournage de ce reportage, Thomas nous a confié qu'il allait mieux, même si une insuffisance veineuse a été détectée au niveau de ses chevilles. Il y a Fabien qui pose une question, c'est pas Fabien Doguet, c'est un autre. Comment on fait la différence entre des séquelles et une nouvelle contamination? Vous avez eu ces cas-là ou pas? Il y a très peu de cas aujourd'hui officiels de recontamination. Oui, donc ça n'a quand même rien à voir. Sur une imagerie, par exemple, sur le scanner, on va faire c'est pas très difficile. Hein, dans les formes typiques à la phase aiguë, il y a ce qu'on appelle du verre dépoli, c'est une augmentation très subtile de la densité du poumon et puis parfois une condensation, alors que les séquelles qu'on voit au scanner, c'est plus des réticulations, des choses qui sont finalement très différentes de ce qu'on va voir à la phase aiguë. Donc sur un scanner, on ne peut pas confondre. D'accord. Et sur les signes cliniques, ce n'est pas non plus pareil. Le Covid, c'est un ensemble de symptômes, donc il y a fièvre, toux, l'anosmie, donc 80% des cas, mal à la tête. Donc c'est un peu comme une grosse grippe avec des signes un peu particuliers comme l'anosmie, les maux de tête. Et l'anosmie, ça concerne vraiment plutôt les patients jeunes? Oui, mais pas uniquement. Hein. Les patients âgés, c'est vrai en plus les diarrhées, signes respiratoires, nausées, mais c'est un contexte aigu. Alors que les séquelles, souvent il n'y a pas de fièvre. Et dans les séquelles, c'est là qu'on voit ces signes neurologiques, ces oppressions thoraciques, ces douleurs articulaires, des signes veineux, là c'est intéressant. Et puis ça évolue par poussée. Les Covid longs, les patients sont bien, et puis ensuite on a une autre poussée. Donc ce qui peut être rassurant pour les téléspectateurs, c'est que les poussées vont être de plus en plus espacées et moins fortes. On n'a pas encore le recul pour dire si ça va disparaître et en combien de temps, mais ça c'est plutôt encourageant. Alors justement, sait-on déjà si certaines personnes conserveront des séquelles physiques à vie? Vous venez déjà en partie de répondre, on n'a pas encore assez de recul finalement. On n'a pas encore le recul. On sait qu'après le SARS, qui a touché Hong Kong, on a 30% des patients qui ont développé des syndromes de fatigue chronique. Mais le SARS était beaucoup plus virulent, quoi. Hein. Mais donc on s'attend à avoir quand même des gens qui vont rester fatigués quelques temps. De ce que vous disiez, les patients, en tout cas avec atteinte pulmonaire, c'est plutôt toujours sur la voie de la descente, l'amélioration. Oui, mais on s'attend là aussi à avoir des patients qui peuvent avoir des séquelles irréversibles, qui pourraient même devenir autonomes, responsables d'insuffisance respiratoire. Heureusement, on en a pour le moment assez peu. On a eu des cas de fibrose irréversible à la phase aiguë chez des patients. Certains sont décédés, mais d'autres sont sortis de la réanimation et ont survécu avec des fibroses. Heureusement, très peu. Et on craint d'en observer chez les patients qui ont encore des scanners anormaux au 6e mois. Heureusement très peu, mais effectivement, et on a d'ailleurs une étude qui se consacre à ça, puisqu'il y a potentiellement des traitements antifibrosants qui pourraient être bénéfiques pour ces patients. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour toutes ces explications. Merci beaucoup Pauline. On mettra les références de votre association, de votre collectif, évidemment, sur Internet pour que ceux qui sont intéressés puissent le retrouver. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur la façon dont on peut vivre, se réapproprier sa vie après un accident de la route. Et je serai avec Théo Curin pour présenter Allo Docteur et sinon avec Philippe Charlier pour le magazine de la santé. Passez une bonne fin d'après-midi. À la semaine prochaine ? Bien sûr, mardi.